Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La démission de François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, va quitter ses fonctions. Il était affaibli depuis une semaine par les révélations de Mediapart sur ses fastueux dîners lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale. Analyse et réaction à suivre. Alors qui, pour défendre la loi énergie-climat, François de Rugy était attendu aujourd'hui au Sénat pour porter ce texte majeur en matière de politique environnementale, puisque je vous le rappelle, il doit fixer la programmation pluriannuelle de l'énergie. Élément de réponse avec Quentin Calmet dans l'hémicycle. Cette démission sonne-t-elle le glas de la politique écologique du gouvernement? Après Nicolas Hulot, François de Rugy est donc le deuxième ministre à devoir quitter son poste. Il y a pourtant urgence à agir. Il y a 5 ans, jour pour jour, le Sénat s'inquiétait déjà du coût de la pollution de l'air. On en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi pour les réactions des sénateurs à cette actualité. On retrouvera Alexandre Poussard en direct de la salle des conférences dans notre multiplex à suivre. Je vous le disais donc, après un rendez-vous avec Édouard Philippe ce matin, François de Rugy a annoncé sa démission, un choix qu'il justifie sur Facebook par la nécessité de prendre du recul pour se défendre après, je cite, les attaques et le lynchage médiatique dont il fait l'objet. Saveria Rojek, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique pour Public Sénat. Hier, pourtant, le chef de l'État, Emmanuel Macron, en visite officielle en Serbie, avait pourtant assuré François de Rugy de son soutien. Absolument. On va essayer un peu, Delphine, de refaire le film de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Alors hier de Serbie, Emmanuel Macron réagit pour la première fois à l'affaire. Il a ces mots, République de la délation. Ce sont des mots qui évoquent ce que le président avait eu il y a un an tout juste, au moment de l'affaire Benalla. Le chef de l'État avait parlé d'une presse qui ne fait plus son travail, qui ne cherche plus la vérité. Mais il ajoute hier soir, selon la correspondance entre les principes et les faits, je prendrai ma décision. Au même moment, hier soir, Mediapart contacte François de Rugy et lui soumet une série de questions qui concernent l'utilisation de son IRFM, l'indemnité de frais de mandat. Le ministre, alors député, aurait utilisé une partie de cette indemnité pour payer ses cotisations chez Europe Écologie Les Verts, le parti dont il est alors membre. Il faut savoir qu'utiliser l'IRFM de cette façon est illégal depuis la loi de moralisation de la vie publique. François de Rugy s'engage hier soir à répondre à Mediapart dans la matinée. Puis à 13h, et finalement, c'est sa démission qui est tombée à 14h. Alors, comment expliquer, Saveria, ce retournement de situation? Eh bien, ce matin, Matignon et l'Élysée n'ont pas été mis au courant immédiatement de ces nouvelles révélations. Au petit déjeuner de la majorité à Matignon, François Patriat, qui est le patron des sénateurs En Marche, prend à part le Premier ministre en lui disant « on ne peut pas laisser traîner les choses, ça va être le feuilleton de l'été, les retours sur le terrain sont terribles, j'ai des gilets jaunes qui s'en réclament ». Édouard Philippe, le Premier ministre, ne répond rien. Il reçoit même François de Rugy un peu plus tard dans la matinée pour une réunion de travail. Mais justement, quelques heures plus tard, François de Rugy se sait acculé. Il prévient alors le président qui accepte sa démission. Et encore une fois, après Gérard Collomb, après Nicolas Hulot, c'est un énième départ du gouvernement qui est imposé. Emmanuel Macron, ce que l'on dit, ce que l'on comprend dans l'entourage du président, c'est qu'il ne voulait pas donner une victoire à Mediapart, qu'il ne voulait pas leur offrir une nouvelle tête, pour parler trivialement, en clair, l'orgueil plutôt que les faits. Les faits, visiblement, ont rattrapé la politique. Merci beaucoup, Saveria, pour cette analyse. Alors, on va à présent refaire le fil de cette journée compliquée pour François de Rugy avec Cécile Sixou. Révélation de trop pour François de Rugy après les dîners fastueux à l'Assemblée et la rénovation de ses appartements privés au ministère. Mediapart révèle que l'ex-ministre de la Transition écologique aurait utilisé entre 2013 et 2014 son indemnité d'élu pour payer une partie de ses cotisations à Europe Écologie Les Verts. La goutte d'eau pour François de Rugy qui a présenté sa démission au Premier ministre Édouard Philippe. Dans un post Facebook, il se dit victime d'un lynchage médiatique et explique son départ. La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d'assumer sereinement et efficacement la mission que m'ont confiée le président de la République et le Premier ministre. Il a également décidé de porter plainte au pénal contre Mediapart. François de Rugy sort du gouvernement. Il pouvait pourtant compter sur la confiance du président de la République qui a dénoncé hier depuis Belgrade une république de la délation.
Pour Emmanuel Macron, c'est une décision personnelle, une démission qui ouvre en tout cas une nouvelle vacance au ministère de l'écologie, 11 mois après la démission fracassante de Nicolas Hulot et alors que le gouvernement fait de l'écologie un des marqueurs forts de la suite de son quinquennat. Une première réaction à cette démission avec vous, Alexandre Poussard, en direct de la salle des conférences, avec Sophie Primas, c'est la présidente de la Commission des affaires économiques ici au Sénat. Oui, Sophie Primas, cette démission de François de Rugy est-elle une décision inévitable ? C'est une décision que nous attendions plus ou moins, puisqu'en fait, on voyait bien que ce ministre d'État était pris dans un tourment médiatique dont il est bien difficile de se débarrasser pour rester serein pour la continuité des débats. C'était quelque chose qui était en effet attendu. Alors, il n'y a pas de poursuite judiciaire. Est-ce qu'un ministre doit démissionner lorsqu'il est pris dans une simple tempête médiatique ? Écoutez, moi je suis de plus en plus mal à l'aise avec ces histoires, avec des ministres qui démissionnent au gré des révélations de Mediapart. Depuis une semaine, on a le supplice de la goutte, c'est-à-dire tous les jours une révélation de plus en plus importante. Si Mediapart a un dossier sur M. de Rugy, qu'il le donne à la justice, qu'il fasse ce qu'il faut. Moi, je n'aime pas ces délations médiatiques. Je trouve que c'est pas bon pour la République, c'est pas bon pour le Parlement, c'est pas bon pour les travaux qu'on fait ici, qu'on fait à l'Assemblée nationale. Je trouve ça terrible pour la démocratie. En fait, on n'est pas dans une République donnée aux médias où M. Plenel décide de qui est bien, qui n'est pas bien. Je pense que s'il a des dossiers, il les donne à la justice et puis là, il fera son travail. Donc selon vous, ce n'est pas une victoire de l'information comme le clame aujourd'hui Mediapart ? Non, ce n'est pas une victoire de l'information, c'est une histoire de la délation. S'il a des vraies informations, qu'il les donne à la justice. Et là, encore une fois, il fera son travail, il fera bien son travail, il protégera ses sources, mais il ne fera pas ça, qui est vraiment quelque chose qui est du ressort de la destruction de la démocratie. Alors revenons juste sur la dernière révélation de Mediapart. François de Rugy aurait utilisé ses indemnités de frais de mandat en tant que député pour payer ses cotisations à son parti Europe Écologie Les Verts et donc faire une double défiscalisation. Est-ce que c'est acceptable ? Mais ce n'est pas acceptable si c'est vrai. Mais voilà, moi je ne sais pas si c'est vrai. Il ne me revient pas du tout de juger cette affaire-là. On verra ce que dit de M. de Rugy pour sa défense. Et puis on verra les poursuites qui seront faites. Et puis s'il doit de l'argent, il le rendra. Et puis on est dans une société où il y a une justice. Encore une fois, M. Plenel n'est pas un juge. Enfin, moi je suis très gênée par ce mode de fonctionnement. Alors cette démission intervient à quelques heures du début de l'examen ici au Sénat du projet de loi énergie-climat qui a été porté par François de Rugy et sur lequel travaille votre commission des affaires économiques. Cette démission, elle fragilise complètement l'examen du Parlement. Alors l'examen du Parlement sur ce texte, et en particulier l'examen du Sénat, c'est une vraie catastrophe depuis le début. Je ferai tout à l'heure un rappel au règlement pour rappeler les points de fragilisation de l'examen de ce texte, qui étaient déjà nombreux avant le départ de M. de Rugy, dû à plein de choses qui sont liées au contenu du texte même. Mais le départ de M. de Rugy à 2 heures en fait, de début de l'examen en séance du texte, c'est vraiment pas respectueux. C'est pas respectueux du Sénat, c'est pas respectueux du travail immense qui a été mené dans des conditions dantesques. Moi, j'ai jamais vu ça sur ce texte-là, qui est un texte important, qui est pas très médiatique. Lui, M. Plenel devrait peut-être regarder ça. Et, ce texte est très important pour la France. C'est la stratégie énergétique de la France pour les 50 prochaines années, entre le nucléaire, le renouvelable, l'hydrolien, etc. Et là, on se laisse emporter par une tempête terrible. Très bien. Merci beaucoup, Sophie Primas, pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre et on va voir avec Samia Dechir les autres réactions au Sénat à la suite de la démission de François de Rugy. C'est une décision de responsabilité et de sagesse. Dans la situation où était François de Rugy, et je mets bien les bémols sur les reproches qui lui sont faits, comprendre qu'il est aujourd'hui un handicap pour le gouvernement et qu'il vaut mieux, à ce titre-là, faire preuve de responsabilité et de courage un peu pour pouvoir ne pas entacher l'image d'un gouvernement aujourd'hui qui travaille et que je soutiens. C'est une décision sage parce que aujourd'hui on commence la loi climat et énergie et c'est lui qui devait être dans l'hémicycle. C'est lourd à porter. 2 ans après l'élection présidentielle, 1 an après le déclenchement de l'affaire Benalla, ce quinquennat, le nouveau monde qu'il représentait, s'est beaucoup banalisé et reprend beaucoup des travers, même multipliés, du monde d'avant. Ça fait quand même la énième démission de ministre, et notamment de ministre d'État, qui intervient depuis le début du quinquennat et qui est une difficulté politique pour le président de la République et le gouvernement. Quand vous êtes sous pression comme ça pour vous défendre, ce n'est pas possible, ce n'est pas bon pour le gouvernement, ce n'est pas bon non plus pour l'image des politiques en général. Mais peut-être que François de Rugy doit aussi se reposer des questions et
repartir au calme et à la base et revoir ce que c'est que la réalité des Français. Ça peut nous arriver à tous, ce genre d'histoire, parce que visiblement, nous sommes à la merci d'une photo, d'une vengeance, relayée par des journaux qui sont pour moi à la limite du KGB et la Stasi. Quand on fait des repas à l'Élysée, on ne mange pas chez McDo et on ne mange pas un fish and chips. Voilà. Voilà, des réactions qui ne manqueront pas de faire réagir. Alexandre Poussard, vous êtes avec le sénateur écologiste rattaché au groupe communiste ici de l'Isère, Guillaume Gontard. Oui, Guillaume Gontard, rattaché au groupe communiste. Le groupe communiste ici au Sénat a beaucoup critiqué François de Rugy dans cette affaire. Est-ce que vous êtes satisfait par la démission aujourd'hui du ministre ? Satisfait en tout cas, je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution dans le contexte dans lequel il était. Il me semble qu'il ne restait que ça à faire. Moi, ce qui m'attriste, c'est d'abord pour l'écologie, parce que là, on va attaquer un texte important sur l'énergie, qu'on va l'attaquer sans ministre et sans, je dirais, perspective pour l'avenir. Et donc, c'est ça clairement qui m'attriste. Et puis, le bilan de François de Rugy sur l'écologie n'est pas très reluisant. On avait Nicolas Hulot qui avait essayé de s'imposer face au lobby, on va dire, qui n'avait pas réussi. Je dirais que François de Rugy, lui, n'a même pas essayé. Alors certains dénoncent le travail de Mediapart, toutes ces révélations qui arrivent en rafale. Certains sénateurs ici parlent de Stasi, de KGB. Qu'est-ce que vous pensez de cette tempête médiatique qui a emporté un ministre ? Écoutez, il me semble que de toute façon, c'est peut-être la période qui veut ça. Moi, ce que je vois, c'est quand même le contraste, le contraste entre les images qui ont pu être dévoilées, entre peut-être ce fonctionnement de notre République qui est peut-être à revoir, en contraste avec les 9 mois de Gilets jaunes et puis le fait qu'on demande toujours plus à nos concitoyens. Et donc, je comprends qu'on ait du mal justement à comprendre de telles images et de tels actes. Emmanuel Macron, dans cette affaire, a parlé du risque d'avoir une république de la délation. Est-ce que c'est la délation ou l'information qui a gagné aujourd'hui ? Je pense qu'Emmanuel Macron nous avait promis une République exemplaire et c'est peut-être le moment de se pencher sur la question, de revoir le fonctionnement de notre République, une République peut-être plus sobre, un fonctionnement plus sobre et peut-être de revenir un petit peu à la raison et de peut-être exercer le pouvoir d'une autre manière. Et je dirais qu'on pouvait peut-être attendre ça d'un jeune président de la République et qu'on voit bien qu'on est clairement là dans l'ancien monde. Alors cette République plus sobre, est-ce qu'il faut aller jusqu'à réglementer le menu des élus ? Je ne sais pas s'il faut réglementer le menu des élus, mais je pense que plus on sera carré, plus on réglementera et qu'on saura exactement ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible. Ne sont pas que c'est très compliqué en fait. Je pense que ça sera mieux pour l'ensemble de la classe politique, parce que derrière cette affaire François de Rugy, c'est vrai que c'est l'ensemble, je le disais, de notre fonctionnement qui est éclaboussé. Très bien. Merci beaucoup Guillaume Gontard d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction. Et je vous le disais en titre, c'est donc François de Rugy qui devait venir défendre le projet de loi énergie-climat en séance. C'est la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon qui a été appelée à la rescousse, Quentin Calmet, pour défendre ce texte. Oui, tout à fait. L'atmosphère est particulière cet après-midi dans l'hémicycle. D'autant que Delphine, la décision de François de Rugy a été annoncée à 14h30. Pile au moment où la séance publique était ouverte dans l'hémicycle du Sénat. À l'heure où je vous le parle, on voit les sénateurs rassemblés par petits groupes dans l'hémicycle et qui discutent. Et on imagine qu'il parle effectivement de cette décision de François de Rugy. Mais donc vous le disiez, c'est Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition énergétique, qui est sur le banc des ministres. Elle n'a pas fait de commentaires en arrivant tout à l'heure en salle des conférences du Sénat. Elle n'a pas souhaité répondre aux questions de public Sénat. Mais du côté des sénateurs, on note que ces derniers temps, la place de ministre de la transition écologique, elle est très inconfortable, que ce soit avec Nicolas Hulot à l'automne dernier ou avec François de Rugy aujourd'hui. Et ça, pour les sénateurs qui sont engagés dans les sujets comme celui sur le climat et l'énergie, pour eux, c'est la cause écologique et environnementale, je cite, qui en trinque. Et pour vous-même, Sophie Primas, c'est une catastrophe. Vous l'entendiez il y a un instant. Mais selon ces sénateurs, la position du ministre, elle est
de toute façon, elle allait être compliquée, car quand vous devez examiner un texte comme celui sur le climat et l'énergie pendant 3 jours et que vous devez en même temps vous défendre des attaques qui paraissent dans les médias, eh bien, selon ces sénateurs, c'est compliqué. D'autant que les sénateurs entendent bien modifier le projet de loi énergie et climat qui est présenté donc dans quelques minutes dans l'hémicycle, que ce soit sur la place avec les objectifs chiffrés pour les énergies renouvelables ou encore sur l'isolation thermique des logements. Et donc charge à Emmanuel Wargon de reprendre le flambeau in extremis juste avant le début de la séance pour remplacer François de Rugy qui démissionne aujourd'hui. Merci beaucoup Quentin. Alors comment expliquer la démission de François de Rugy? Quelles conséquences pour l'exécutif et quel impact pour le ministère de la Transition écologique au moment où le Sénat doit se prononcer sur la loi énergie-climat? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Catherine Procaccia. Bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice LR du Val-de-Marne. Également avec nous Loïc Hervé. Bienvenue. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Savoie. J'accueille également Éric Kerrouche. Bienvenue. Bonjour. Sénateur socialiste des Landes. Et puis André Gattolin, sénateur à La République En Marche des Hauts-de-Seine. On voit visiblement, André Gattolin, première question pour vous, que c'est ce nouvel article de Mediapart sur l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat par François de Rugy qui aurait finalement financé le parti Europe Écologie Les Verts qui a poussé le ministre à la démission. Votre réaction? Je crois que la situation, de toute façon, ne pouvait avoir d'autre issue que celle-ci. D'autant que, d'une certaine manière, il s'est contredit, puisqu'il a argumenté sur le fait qu'il ne payait pas d'impôts, du fait même qu'il avait des déductions fiscales liées à ses dons aux partis politiques, en l'occurrence Europe Écologie Les Verts, et j'ai cotisé suffisamment de temps pour savoir que c'est un parti qui coûte cher, mais la consigne était donnée de ne pas utiliser l'IRFM, puisque d'une part, c'était déclaré illégal. Il y a une période où certains élus l'utilisait, mais de toute façon, il était impossible de procéder aux déductions fiscales que vous avez sur l'impôt sur le foyer. Donc moi, j'ai toujours appliqué les règles, même à un moment, c'était pas 1200, après l'échec de l'élection de 2012, c'était 1300. Certains députés ont refusé de passer à 1300, dont François de Rugy. Les autres s'y sont pliés. Voilà, la réalité, elle est malheureusement terrible, parce que ça ne change rien à son travail parlementaire, mais je crois qu'on a une obligation, un devoir, et qui plus est, on se revendique de l'écologie et d'une certaine éthique, précisément de s'y tenir très, très rigoureusement. Catherine Procaccia, il n'avait pas d'autre choix aujourd'hui, François de Rugy, puisqu'on voit aussi certaines réactions, notamment de la part de Sophie Primas, vous l'entendiez à l'instant sur notre antenne. Elle se dit mal à l'aise finalement avec ce qu'elle appelle une délation médiatique. Ce n'est pas bon pour la démocratie de voir M. Plenel finalement qui décide de qui est bon, qui est mauvais, a-t-elle dit? Elle a raison, mais il y a quelque temps, c'était le canard enchaîné. Il ne faut pas oublier que les médias, depuis un certain nombre d'années, quand ils décident d'avoir la peau d'un politique, font ce feuilleton en sortant au fur et à mesure, chaque semaine, une information supplémentaire qui, la plupart, s'avère exacte, la plupart du temps s'avère exacte, mais cette information supplémentaire qui fait que la situation devient intenable, que c'est compliqué. Par contre, pour ma part, sauf s'il se sent effectivement très coupable, j'aurais attendu. Il n'aurait pas dû démissionner, c'est ce que vous dites. Les enquêtes de vendredi. Ou alors il est sûr que les enquêtes qui sont menées allaient être à charge. Ce que dit André Gattolin sur l'IRFM est assez parce qu'il n'y a pour l'instant aucune enquête judiciaire. Tous les partis politiques, on nous a toujours dit de ne pas l'utiliser et de ne pas l'éduire. De la tricherie fiscale. Et chaque année, on reçoit un papier en disant « vous êtes bien sûr que ». Donc là, effectivement, quand on veut la transparence, quand on veut laver plus blanc, on ne fait pas de la tricherie fiscale sur des sommes qui finalement sont peut-être pas... Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'IRFM, on va y venir, Loïc Hervé. Mais c'est ça qui a fait la démission.
exactement, Oui, c'est ça qui a provoqué François de Rugy l'émission. parle de lynchage médiatique, de tribunal médiatique. Il démissionne, dit-il, pour se défendre. Il a d'ailleurs porté plainte pour diffamation contre Mediapart. Moi, ce que j'observe, c'est que le temps médiatique et le temps politique ne sont pas les mêmes. Et que dans cette affaire, le principe du contradictoire, la capacité pour François de Rugy à produire un certain nombre d'éléments, de pièces, n'a pas suffi. Et l'emballement médiatique, comme on peut le connaître régulièrement au mois de juillet, cette année ou l'année dernière, fait que, je rejoins ce que dit Catherine Procaccia, avec une forme de feuilletonnage de ce qui se passe, et quelque chose qui, moi, me préoccupe de manière importante. Je pense que notre pays doit protéger la liberté de la presse, mais plus que le principe de présomption d'innocence, il y a quand même la question du contradictoire et de la capacité pour une personne, tout ministre d'État qu'il est, à pouvoir se défendre. Il a pris une décision, elle est respectable, et il est le seul juge des conséquences de ce qu'il a fait ou pas fait. En tout cas, ça doit pour nous tous être une leçon. D'abord de tenir nos affaires à jour, y compris quand ça touche à nos frais de mandat. Il faut être je pense qu'il faut que le parlementaire, puisqu'il s'agit de frais parlementaires, doit être lui-même très impliqué et faire preuve de discernement et savoir exactement prendre les décisions qui sont nécessaires, respecter le droit et surtout faire preuve de discernement pour pas qu'on puisse sortir des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Car ce sont des pratiques anciennes qui sont devenues illégales, Éric Kerrouche, on le disait, depuis l'adoption de la loi de moralisation de la vie politique. Oui, on a abouti. Il y a eu un processus. Il y a eu un processus de normalisation de l'activité politique qui va dans le bon sens, dans le sens d'une plus grande transparence ou d'une plus grande éthique. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur la presse, j'aurais pas des jugements aussi hâtifs que ceux qui viennent d'être posés. Quel jugement, justement, puisqu'on a vu la presse dire l'information a été plus forte que la communication. C'est un communiqué de Mediapart. En l'espèce, il y a toujours une liberté de la presse en France. Ça peut ne pas nous faire plaisir, mais elle existe. Et donc, il faut la respecter. Après, la vraie difficulté, c'est que ce qui pourrait être avéré, parce qu'en effet, il faut que ça soit factuellement vérifié, tout ce qui se passe actuellement. Ce qui pourrait être avéré comme un dérapage individuel a des conséquences qui sont collectives. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce qu'on passe du tous suspect au tous pourri. Et là, on a un vrai problème. C'est ce que vous ressentez, André Gattolin, justement. C'était difficile dans les circonscriptions pour les parlementaires En Marche ce week-end, justement, de défendre. Oui, pour certains de mes collègues. Enfin, moi, dans les Hauts-de-Seine, on ne m'a pas interpellé sur ces questions-là. Peut-être qu'on y mange plus de homard qu'ailleurs. Non, je plaisante un peu. Rien sur les Hauts-de-Seine. Mais je dis simplement, ça ne me gêne pas que Mediapart fasse son travail, que les médias fassent leur travail. La chose qui me préoccupe quand même, c'est que les informations qui ont été utilisées pour attaquer François de Rugy sont des images qui ont été publiées sur Facebook en février 2018. Pourquoi il faut pratiquement 1 an et demi avant que ces choses sortent. Et ce que je note, c'est qu'on a désormais un feuilleton... Des gens qui se vengent, c'est ce qu'il a dit. Non, je pense que c'est beaucoup plus général, c'est-à-dire qu'on a un feuilleton tous les étés. Le premier été 2017, c'était Monsieur Ferrand, Bayrou, de Sarnez. L'année passée, c'était... Et Sylvie Goulard. Je termine là-dessus. Par exemple, sur l'affaire Benalla, Le Monde avait les documents depuis 4 semaines. Il a attendu la fin de la Coupe du Monde et le 14 juillet pour lancer un feuilleton à un moment où il y a très peu d'actualité pour faire le buzz tout le temps. Je dis les informations concernant François de Rugy, parce que visiblement il y a des enquêtes, y compris sur l'utilisation de l'IRFM, et il y a 15 parlementaires qui sont concernés. Pourquoi ça sort maintenant alors qu'il y a des éléments qui datent de février 2018 ? J'ai l'impression que certaines personnes s'amusent, et je ne dis pas que c'est quelque chose de national, mais à feuilletonner, parce que l'été, c'est devenu l'été des scandales. Alors c'est plus le sexe à la plage, c'est la politique et les affaires. Bon, bah écoutez, c'est une drôle de façon de gérer le temps. Oui. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté Edoui Pellenel s'exprimer sur cette affaire et expliquer la manière dont il concevait le principe du contradictoire dans cette affaire concernant François de Rugy. Et il expliquait que la rédaction de Mediapart a envoyé un mail à François de Rugy hier soir et qu'il attendait une réponse pour aujourd'hui à 13h. Encore une fois, la liberté de la presse, elle est absolue. Nous devons la protéger de manière... Et Mediapart est libre de publier ce qu'il publie. Dans le cadre du droit, et si François de Rugy veut déposer plainte, il pourra le faire. Il l'a déjà fait visiblement via son avocat. Les tribunaux jugeront, et c'est pas le sujet. Par contre, sur
la manière dont les choses se passent, et je ne mets pas en cause Mediapart, mais je me dis, c'est quand même préoccupant sur cette espèce d'urgence absolue. Alors, bien sûr que l'affaire de l'IRFM pour payer la cotisation d'un parti politique est quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas conforme au droit, mais est-ce que c'est du niveau d'une affaire d'État? Vraiment? C'est illégal, Loïc Hervé. C'est illégal. Auquel cas, c'est aux tribunaux d'en connaître et de juger. Il n'y a aujourd'hui aucune information judiciaire qui est ouverte dans cette affaire-là. Et deuxièmement, sur le temps nécessaire qui doit être celui donné à une personne politique pour pouvoir répondre ne peut pas être inférieur à 24 heures. C'est impossible. Alors, pardon, on va continuer ce débat, mais on repasse par la salle des conférences. Vous le savez, c'est le principe de cette émission. Alexandre Poussard nous attend pour une nouvelle réaction à son micro avec le sénateur LR, Jérôme Bascher. C'est à vous, Alexandre. Oui, Jérôme Bascher, est-ce que cette affaire de Rugy est une affaire d'État ou une simple tempête médiatique ? C'est d'abord une tempête médiatique. Dire que ça déstabilise l'État, non, c'est un député qui a mal utilisé ses frais parlementaires. Aujourd'hui, tout cela est réglé par des textes, y compris votés par cette nouvelle majorité. Donc, quand on a fait une erreur, on paye, c'est normal. Et voilà. Et alors, est-ce que cette erreur individuelle ne va pas nuire, ternir encore plus l'image de la classe politique et est-ce qu'on va vers le tous pourri ? Alors c'est certain que ça ne permet pas de faire reluire la classe politique. Simplement, c'est un député parmi 500 et quelques, c'est un parlementaire parmi les 900 que nous sommes, donc il ne faut pas généraliser. Je sais bien qu'il y a aussi 15 anciens parlementaires qui ont été déférés devant la haute autorité de la transparence pour la vie publique. Enfin, c'est une quinzaine, il faut voir jusqu'où on ira. Donc, le tous pourri, ça commence à suffire. Il faut surtout s'interroger sur la transparence aujourd'hui. Est-ce que le tout transparent est bien aussi ? Pas forcément. Parce que quand vous voulez vous renseigner, y compris sur des choses un peu difficiles, il faut savoir aussi avoir tous les moyens de la démocratie. C'est ce que fait Mediapart d'ailleurs. Alors justement, à propos de Mediapart, ce site d'information à l'origine de ces révélations parle de victoire de l'information aujourd'hui. Certains opposants à Mediapart parlent de tribunal médiatique. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est certain que c'est un tribunal médiatique. Les affaires sont jugées rapidement dans les médias, très lentement par la justice. Souvenons-nous de la désastreuse affaire Fillon, je le dis très simplement, qui a été évidemment exploitée sans doute à juste titre au moment de l'élection présidentielle, mais qui n'est toujours pas jugée dans les tribunaux, quelques années après. Donc il y a un tribunal médiatique. Est-ce que Mediapart, qui a l'habitude de feuilletonner ces nouvelles, y contribue? Sans doute, mais au départ il y a bien un fait... pas très honorable, on va dire ça comme ça, qui n'est pas forcément délictueux, qui est au moins pas très honorable. Il existe, point barre, pour chercher autre chose. Très bien. Merci Jérôme Bascher. Merci à vous. Réaction. Merci pour cette réaction et on voit à l'instant que le gouvernement, selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, dit ne pas avoir d'indication que des règles ont été transgressées. Éric Kerrouche, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, qui était hier en Serbie et qui lui a parlé de République de la délation. Écoutez. J'ai demandé au Premier ministre justement d'apporter toute la clarté. Et moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Et il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise deux choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les 10 petits nègres. Donc, soyons clairs, je souhaite que chacun puisse être respecté, je souhaite que les principes que j'ai posés soient respectés, et j'ai demandé au Premier ministre de procéder en ce sens. Et donc des propositions me seront faites, instruites par les faits. Éric Kerrouche, République de la délation, les mots sont forts. Je pense qu'Emmanuel Macron devrait éviter de s'exprimer au mois de juillet en général. Il y a s'étonner que l'agenda politique et l'agenda médiatique ne fonctionnent pas de concert, ça a toujours été une constante de la démocratie. Maintenant, effectivement, la difficulté pour François de Rugy, c'est pas, et s'il a choisi de démissionner, c'est pas uniquement un aspect des choses qui lui sont imputées, c'est un ensemble d'éléments qui, a priori, l'amènent à, et sans doute en raison aussi de la pression médiatique, il a jugé nécessaire de s'en aller. Pour autant, encore une fois, même si ça ne nous fait pas plaisir, il ne faut pas s'étonner que la presse fasse son travail. C'est un sujet compliqué. Enfin, je rappelle juste que c'est très compliqué de dire aux gens ce que c'est que des frais parlementaires. La plupart des gens n'ont pas
ces éléments ou des éléments pour l'appréhender. Il faut juste se souvenir que le SMIC horaire, c'est 10 € l'heure, et que à la fin du mois, quand on a 1 500 € bruts, qu'on parle de sommes qui sont extrêmement importantes, il y a un décalage. Et donc, ce décalage doit nous amener, et je crois d'ailleurs que ça a été le cas dans le temps, je crois qu'il y a de plus en plus de transparence, mais ce décalage doit nous amener à être particulièrement prudents. Et d'ailleurs, nous avons proposé, nous, groupe socialiste, dans le cadre de la réforme institutionnelle, que l'obligation qui est faite à l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, ça soit les mêmes pour le gouvernement, le président de la République et les hauts fonctionnaires. Et les fonctionnaires. Je crois que la transparence, c'est un processus. Il n'y aura jamais de transparence absolue. C'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Mais il faut faire attention. On ne peut pas demander aux gens de faire sans cesse des efforts et puis se retrouver, pour certains, et seulement pour certains, à une infime minorité, se retrouver à contrevenir justement à une éthique qui est nécessaire. Ça veut dire quoi, Catherine Procaccia? Il faut encore plus de transparence, et bien peut-être, on le voit, ce besoin, ce désir de moralisation accru de la part des citoyens? Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les faits qui sont révélés, et en particulier les faits fiscaux, n'aient pas été mis en valeur lors de la nomination de François de Rugy. Il me semble que ce gouvernement a créé la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique. C'est pas ce gouvernement, c'est le précédent. Enfin, avec des règles qui sont de plus en plus strictes, que ce gouvernement fait passer à la moulinette, soi-disant, on attend pendant 8 jours ou 10 jours la formation d'un gouvernement pour savoir s'il est transparent. Je sais, pour avoir entendu le président de la Haute Autorité, qu'en fait, ils n'ont pas les éléments et ils passent par les impôts pour avoir la situation. Donc il y a des améliorations apportées à ce niveau-là, justement, quels sont les moyens de travailler cette on découvre autorité, systématiquement pour la après qu'il y a des problèmes, alors que la Haute Autorité a dit c'est bon, vous pouvez embaucher M. de Rugy comme d'autres. Et c'est après que les autres, les frais de mandat ne sont pas contrôlés par la Haute Autorité à la Transparence de la vie publique. On découvre après qu'ils n'ont pas déclaré des propriétés, qu'ils n'ont pas c'est pas le cas de François de Rugy, André Gattolin. Dévalorisé, oui, mais il y a quand même énormément de contrôles qui sont faits, et ces contrôles, apparemment, ne sont pas vraiment efficaces. André Gattolin, deux questions. Chère Catherine, on est sur des sujets un petit peu différents. Il y a les contrôles de la Haute Autorité, et puis il y a des choses qui relèvent du contrôle interne et qui sont éventuellement, et c'est le cas d'ailleurs pour 15 parlementaires, députés ou sénateurs, où les dossiers ont été transférés au PNF. D'ailleurs, je m'étonne qu'on n'ait que 3 noms sur ces 15, je ne vois pas pourquoi il y en a 3 qui seraient plus à bannir ou moins à bannir que les autres, et que les autres tiennent silence. Mais là, c'est des contrôles internes, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs. Mais quand on nomme un ministre, on doit faire... Oui, mais d'accord, mais sur les frais de mandat, ce n'est pas la Haute Autorité, la Transparence de la vie publique qui est en charge de ça. Je suis d'accord. Il y a quand même des choses à améliorer, puisqu'on voit que certains passent à travers les mailles. Oui, mais je crois que dans toute situation, il n'y a pas un métier, je ne connais pas une profession où tout le monde est strictement honnête. Il n'y a que les politiques, quand il y a une ou deux brebis galeuses, et je n'en sais rien précisément pour ce qui concerne François de Rugy, où tout le monde est pourri. C'est ça, cette difficulté. Et je dirais, c'est moins les médias, c'est pas tant Mediapart que les réseaux sociaux. À partir du moment où vous êtes frappé dans votre image, je veux dire, moi, je refuse d'être photographié, y compris dans une soirée privée, avec un verre à la main. Parce qu'il suffit qu'on prenne 10 photos de moi, qu'on les mette une à côté, avec un verre à la main, je suis un fêtard et un alcoolique. Voilà la réalité aujourd'hui aussi du fonctionnement médiatique. Alors la même situation pour François de Rugy et les avec les photos du dîner, des homards, c'est pas des langoustes non plus ou des langoustines. Faut pas non plus. Mais c'était à l'Assemblée nationale avec justement l'argent des contribuables. Oui, mais le mal a été fait en termes d'image. Après, c'est la proportionnalité et la réalité et la justification, même si il apportait toutes les preuves que c'était un réel déjeuner de travail et qu'il n'a pas coûté si cher que ça. De toute façon, il est mort publiquement. C'est ça la difficulté, c'est ce jeu de l'image. Loïc Hervé, allez-y. Et c'est pour ça que moi, je voudrais dire, dans le prolongement de ce que Éric Kerrouche a pu évoquer tout à l'heure, que pour les téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi, qu'on explique en 2 mots ce à quoi les parlementaires, depuis quelques mois, années, sommes désormais soumis en termes de transparence, puisque c'est ça, et de contrôle. L'intégralité des dépenses de l'ex-IRFM devenue avance pour frais de mandat est renseignée dans un logiciel
l'intégralité dans un logiciel, et ces données-là sont soumises à des contrôles réguliers au Sénat de la part de l'Ordre des experts comptables, qui permet de regarder dans le détail la nature des frais, qui ne doivent être évidemment que des frais liés strictement au mandat parlementaire. Et si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, ces frais doivent être remboursés au Sénat. Il faut le dire comme ça, parce qu'on a l'impression que cette IRFM, qui dans le passé a pu être une enveloppe qui n'était pas soumise à ce type de contrôle, que le Sénat, entre l'affaire Cahuzac finalement et puis l'arrivée, la loi Bayrou si on veut, entre les deux, il y avait déjà eu des règles qui avaient été faites, et ces règles ont été encore renforcées avec la nouvelle législature depuis 2017. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on ait une forme de pédagogie à la fois sur la nature, c'est vrai, chers collègues, des frais parlementaires, sur ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, des frais de permanence, de communication, de réception, parce que nous recevons des groupes et des citoyens ici dans cette maison. Et dire qu'il y a eu des progrès considérables qui ont été faits, et aujourd'hui on est déjà dans un environnement extrêmement Car on cite souvent en normé, exemple les pays nordiques. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, Éric Kerrouche, justement, s'aligner sur cette transparence accrue de nos voisins? Alors, imaginons qu'il y ait une transparence complète. Les citoyens vont pouvoir regarder l'ensemble des dépenses. Et il arrive que, par exemple, notamment en Angleterre, on demande aux députés, mais vous êtes allé dans ce restaurant et pas dans celui qui est à 200 mètres alors que c'est moins cher. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y aura jamais, il ne peut pas y avoir de transparence parfaite et absolue. C'est très difficile à réaliser. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est être sûr que l'ensemble des éléments puissent être apportés et contrôlés. Et je crois qu'on est là dans ce processus. Mais il y a une sensibilité particulière à notre situation, parce que nous sommes payés par de l'argent public. Les fonctionnaires aussi, on ne le contrôle pas autant. Oui, il faut le dire aussi. Non, mais je l'entends, mais en tant qu'élu de la République, il y a une sensibilité particulière sur nos cas individuels. Alors on peut le regretter. Pour avec autant, un devoir d'exemplarité, de déontologie. Il y a eu des avancées. Peut-être plus important que chez les fonctionnaires. On va continuer ce débat à Montreton de salle des conférences avec vous, Alexandre Poussard, avec Didier Rambaud, sénateur à La République En Marche de l'Isère. Oui, Didier Rambaud, est-ce qu'il faut renforcer l'exemplarité et la transparence de la classe politique ? Écoutez, il me semble que depuis 1 an et demi, une loi a déjà été votée qui dit très précisément les choses. Donc aujourd'hui, me semble-t-il, ne serait-ce qu'à travers l'utilisation de nos frais de mandat, il n'y a aucun souci pour être transparent. Tout euro dépensé dans le cadre de cette avance pour frais de mandat doit être justifié. Donc je ne vois pas aujourd'hui quel est le problème. Le système actuel empêche ce qui est reproché à François de Rugy, à savoir d'utiliser ces indemnités de frais de mandat pour financer un parti politique et faire une double défiscalisation. Parfaitement, c'est strictement impossible. Encore une fois, je le dis aujourd'hui, tout euro dépensé doit être justifié, et dans le cadre effectivement d'un référentiel, et qui interdit effectivement de payer des cotisations à un parti politique. Alors Emmanuel Macron avait entamé son quinquennat avec une loi de moralisation de la vie politique. Est-ce que cette affaire de Rugy, ce n'est pas l'échec d'un nouveau monde un peu moralisateur ? Pourquoi l'échec ? Au contraire, il a très bien fait de légiférer, d'inciter à aller dans ce sens-là. Ce qui est reproché aujourd'hui à François Rugy, ce sont des faits qui remontent avant cette loi. Donc, quel était le règlement en 2012, 2013, 2014 ? Moi, je n'étais pas parlementaire à l'époque. Bon, je trouve que c'est un petit peu facile. Je veux bien qu'on aille chercher, alors effectivement, la manière dont tous les parlementaires utilisaient leur IRFM il y a 15, 20 ans, 10, 15, 20 ans. On aurait de grosses surprises. Très bien. Merci beaucoup Didier Rambaud pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction. On le disait, François de Rugy, numéro 2 du gouvernement, ministre d'État. Ça fragilise forcément Emmanuel Macron, Catherine Procaccia. Oui, je pense que ça fragilise Emmanuel Macron et le gouvernement et les ministres quels qu'ils soient, puisque c'est hélas pas la première affaire que nous avons avec des ministres. Mais moi, j'ai aussi lu que Emmanuel Macron, dès le début de l'affaire, entre guillemets, de Rugy, avait déjà dans l'intention de changer de ministre de l'écologie. Et donc,
Il a démissionné, a-t-il été poussé? Qui va-t-il nommer? On a évoqué dans la presse ou dans les indiscrétions un certain nombre de noms. On va voir qui il va nommer, mais ce n'est pas tenable non plus. Enfin, c'est pas tenable pour le ministre, c'est pas tenable pour celui qui s'est fait le chantre de la transparence et de l'exemplarité, d'avoir des affaires qui quasiment tous les 3 mois ou tous les 6 mois sortent sur un ministre ou sur un autre. C'est un coup dur aussi pour l'écologie. Ce ministère apparaît comme sinistré. On se souvient de la démission de Nicolas Hulot, André Gattolin. Oui, c'est un ministère qui connaît un turnover incroyable. Hein. Déjà, sous François Hollande, on changeait de ministre de l'écologie où ça démissionnait à tour de bras. C'est pas un gros ministère en termes de budget et d'administration. Moi, je suis pas inquiet sur la gestion de ce ministère. Outre qu'il y a une ministre des Transports de plein titre et qui est compétente, il y a 2 secrétaire d'État à l'écologie. Connaissant un peu Emmanuel Macron, il n'aime pas réagir à chaud. Il y aura vraisemblablement un remaniement en octobre prochain, puisqu'un certain nombre de ministres veulent se porter candidats au municipal et de ce fait devront démissionner. Je pense qu'on va être dans une gestion du ministère. On l'a vu, Emmanuelle Wargon, et elle connaît très bien ces dossiers, capable de... Parce qu'il y a urgence et il y a des dossiers quand même très importants, on le disait, en matière d'environnement. Bien évidemment, mais je dirais, le ministre, en l'occurrence, est plus un symbole. On a eu des volontés d'avoir des ministres écologistes ou issus de cette famille-là. Et quand on voit le score aux européennes, on comprend que la crédibilité du gouvernement a aux yeux de l'opinion un manque à la matière, parce que les écologistes qui étaient à 3% il y a un peu plus d'1 an font 13,5%. Ça veut dire que peut-être on a loupé quelque chose dans la matière. Donc il faudra sans doute trouver une figure de l'écologie pour incarner ce ministère. Mais pour autant... Vous avez une préférence, une idée, vous, André Gattolin ? Moi, je vais vous dire bêtement, j'aimerais bien que ce soit une femme ministre. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes très compétentes. Vous pensez je ne vais pas citer de noms. Non, mais enfin, il y a quelques noms qui ont été avancés. Audrey Pulvar, par exemple, son nom ressort ? Oui, enfin, je ne suis pas persuadé que le journalisme soit la meilleure formation pour devenir ministre. Il faudrait peut-être qu'on arrête le mélange people et politique. Je pense qu'il faut des gens qui travaillent, qui ont des compétences, qui ont participé à des grandes négociations internationales, si vous voyez ce que je veux dire. Éric Kerrouche, on le disait, c'est un coup dur pour l'écologie aussi, avec ce texte qui arrive au Sénat, qui n'est plus porté par un ministre d'État sur le projet de loi énergie-climat. Comment vous dire, c'est un mauvais concours de circonstances. Mais à part ça, la vraie difficulté, c'est que c'est vrai qu'en quantité, ce n'est pas un ministère important. J'allais dire, il n'en demeure pas moins que le ministère de l'écologie a désormais une charge symbolique extrêmement forte et que depuis le début du quinquennat, on a un petit souci en la matière comme on en a eu à autre. Parce que si on a eu des feuilletons les années précédentes, c'est qu'il y avait de quoi faire des feuilletons aussi. Et c'est ça aussi la difficulté. Parce que bon, on parle des repas, de François de Rugy, mais il y en a eu d'autres à Bercy pendant l'ancien quinquennat, en fin de quinquennat, si vous voyez ce que je veux dire, et on pourrait rebondir sur cet ensemble. C'est difficile de s'afficher. C'est difficile. C'est difficile. Oui, mais droit dans les alors, yeux. Voyons les bons côtés. Voyons les bons côtés. Problème récurrent à toute la classe politique, disons-le. À certaines personnes de la classe politique. On est d'accord. Et voyons les seuls bons côtés que je vois, c'est que à la suite de ces révélations, je crois qu'il y a eu une prise de conscience collective et il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises depuis une dizaine d'années par l'ensemble des gouvernements pour renforcer la transparence. La vraie question, c'est on pourrait sans doute s'éviter les chaos sur la route avec certains. On est bien d'accord. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le vrai problème, c'est pas une personne individuellement, c'est l'effet sur tous les autres. Et on a l'impression que... Vous l'avez ressenti, vous, Éric Kerrouche, cet effet, notamment dans votre circonscription, tous pourris que vous décriviez tout à l'heure? Pas pour l'instant. Enfin, on me l'a pas dit en face à face, mais néanmoins, c'est une évidence. Il suffit de discuter. J'en ai entendu parler. Je mangeais hier, j'en ai entendu parler à la table à côté. Donc, on fait plein d'efforts. On fait plein d'efforts. C'était un sandwich au thon. On fait quand même des efforts. On fait quand même des efforts. Et ce qui est un petit peu pénible, c'est de voir que tout ce qu'on a réussi, le tas de sable qu'on a réussi à accumuler pendant un moment, sur une affaire, il se fait volatiliser et on oublie les efforts qui ont été faits.
Et ça, c'est vraiment ça qui est regrettable. Loïc Hervé, est-ce que ça fragilise aussi la politique en matière d'environnement du gouvernement ? Moi, je considère que ça nous fragilise tous, et j'irai dans le sens d'André Gattolin. La question écologique, la question de la transition, la question des conséquences palpables du changement climatique sont des questions qui préoccupent beaucoup nos compatriotes, qui préoccupent aussi, notamment les jeunes de manière considérable. Et la manière dont on peut incarner au sein de l'exécutif cette capacité à tenir un discours et à lancer sur le long terme forcément des actions qui vont modifier durablement même le fonctionnement même de notre économie et de la société française. C'est vrai que c'est un coup dur, un nouveau coup dur pour ce ministère qui est fâcheux. Donc moi je souhaite qu'à la rentrée, le président de la République trouve les moyens de nommer quelqu'un qui permette au moins d'aller jusqu'à la fin de quinquennat, c'était en 2022, et de permettre d'accompagner tous ces changements majeurs pour notre pays. Catherine Procaccia, le mot de la fin justement avec vous. On le disait, cette politique du gouvernement, il tentait justement de décréter l'urgence climatique à travers ce projet de loi discuté cet après-midi dans l'hémicycle. Il y aura aussi le projet de loi sur l'économie circulaire qui arrivera. La loi anti-gaspillage. Alors on sait que c'est Brune Poirson qui le porte, ça sera en septembre aussi. Si elle est encore là, parce qu'avec tout ce qui se passe au ministère de l'écologie, on peut toujours se poser des questions. Oui, il y a un certain nombre de textes, et le texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale, le Sénat n'a quand même pas eu beaucoup de temps pour l'analyser. Sophie Primas en parlait tout à l'heure. Il y a quand même des choix considérables par rapport au nucléaire, par rapport au charbon, par rapport à l'hydraulique et les énergies renouvelables. Et je ne mets pas en cause les compétences de la secrétaire d'État qui va défendre, mais c'est vrai que quand il n'y a pas le ministre qui l'a porté, mais nous avons connu par le passé des dossiers où en cours de débat, le ministre changeait. C'est arrivé à la culture notamment. C'est arrivé c'est arrivé aux finances et autres. Et comme les dossiers sont quand même hyper bien préparés par l'administration, eh bien, il y a une continuité par rapport aux réponses. Bon, par contre, après, quel va être le poids du ministre ou du secrétaire d'État qui va suivre ce dossier par rapport à un texte qui sortira du Sénat forcément différent de celui de l'Assemblée nationale. Ça, à mon avis, c'est une autre histoire. Bien, merci à vous, Catherine Procaccia. Merci André Gattolin. Merci à vous, Éric Kerrouche. Merci Loïc Hervé d'être venu sur ce plateau. Et s'il y a un dossier que François de Rugy aurait pu aussi mener à son terme, c'est celui qui concerne la biodiversité. La loi a été définitivement adoptée au Parlement aujourd'hui. Quentin Calmet nous fait le point justement sur ce texte. Oui, tout à fait. Delphine, on le voit, c'était une journée importante. C'est une journée importante pour le ministère de la Transition écologique. Vote définitif du Parlement sur la loi sur la biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vote définitif qui intervient après une CMP ? Eh bien, regardez cette infographie pour bien comprendre. Lorsqu'une loi est présentée par le gouvernement, elle est d'abord examinée par une des deux chambres du Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale sur le texte biodiversité, c'était en janvier dernier, puis par le Sénat. Et ensuite, députés et sénateurs doivent s'entendre sur une même version du texte en CMP, en commission mixte paritaire qui réunit sénateurs et députés. Et c'est ce qui s'est passé sur le texte sur la biodiversité. Députés et sénateurs sont parvenus à un accord. C'était le 25 juin dernier. Ce texte sur la biodiversité qui fusionne l'Agence française de la biodiversité et l'Office national de la chasse. Eh bien, ce texte, il vise à davantage encadrer le rôle de cette agence avec une place plus importante pour les chasseurs dans cette nouvel office français. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, au Sénat, nous avons croisé un certain Thierry Coste, qui est conseiller politique pour la Fédération nationale de la chasse, qui est proche du président Emmanuel Macron, ainsi que du président du groupe La République En Marche au Sénat, et qui nous a dit être ravi de cet accord entre députés et sénateurs sur cette loi sur la biodiversité. Juste un dernier mot, Delphine, pour mentionner le fait que cette loi sur la biodiversité, François de Rugy en a parlé dans son communiqué de presse qui annonçait sa démission. Je vous lis ce qu'il a écrit sur ce sujet. Il a écrit: en ces moments douloureux, je cite François de Rugy, je conserve la fierté des actions entreprises avec le soutien de la majorité parlementaire pour mettre en œuvre des transformations importantes pour le climat, l'énergie, l'eau, la lutte contre le gaspillage et la biodiversité. On y vient avec cette urgence pour la biodiversité. 1/8 des espèces végétales et animales seraient menacées dans un futur proche dans le monde.
Merci beaucoup Quentin. On vous retrouve dans un instant à la veille de la décision très attendue de la Cour de cassation sur les barèmes Macron. Un rapport sénatorial appelle à revoir la justice prud'homale. Malgré la baisse significative du nombre de contentieux, elle est toujours aussi lente selon les sénateurs. Ils formulent donc 46 propositions pour fluidifier la procédure. Alizé Boissin. Il faut attendre parfois plus de 2 ans. Le délai des jugements des prud'hommes dépasse largement les autres juridictions et pourtant le nombre d'affaires, lui, diminue. Pour inverser la tendance, le groupe de travail du Sénat formule des propositions dont certaines pourraient toucher les salariés qui se rendent au prud'homme. Parmi elles, l'étape de la conciliation, aujourd'hui obligatoire. Le fait que la conciliation ne soit plus une obligation, mais bien un outil repéré. Si nous allons en conciliation, il y aura effectivement des délais moins longs. Une conciliation facultative donc, mais l'urgence pour les sénatrices se trouve aussi dans la formation. En effet, les conseillers prud'homaux ne sont pas des professionnels du droit. Il y a un début de professionnalisation qui a été mis en place avec le recrutement des nouveaux conseillers et la formation professionnelle initiale et un certain nombre de procédures. Nous souhaitons aller beaucoup plus loin, notamment avec plus de fluidité, plus de liens avec les magistrats professionnels. Le rapport propose alors l'obligation d'une formation continue pour les conseillers sous la responsabilité de l'École nationale de la magistrature. Enfin, pour parer le manque de crédibilité de la justice prud'homale, les sénatrices jouent sur les symboles. À la place du port de la médaille, elles demandent le port de la robe pour les conseillers prud'homaux ou encore le changement de nom des conseils de prud'hommes en tribunal. Si les indications du rapport ne sont pas reprises par le gouvernement, une proposition de loi pourrait voir rapidement le jour. Et je vous propose d'écouter la réaction de la sénatrice LR de l'Aisne, Pascale Gruny. Elle était au micro d'Alexandre Poussard il y a quelques instants. Pascale Gruny, les délais de jugement des conseils de prud'homme sont jugés trop longs, 16 mois en moyenne. Comment réduire ces délais sans fragiliser la procédure ? C'est même jusqu'à 2 ans dans certains conseils des prud'hommes. Donc nous, on a pensé que il fallait aider en fait les conseillers prud'hommes à mieux appréhender notamment les nouvelles réformes. Ce qu'on a vu notamment, c'était le bureau de conciliation et d'orientation avec une conciliation obligatoire. Qui finalement ne fonctionne pas et rallonge un peu les délais. Donc nous, on a proposé effectivement de ne plus mettre la conciliation de manière obligatoire, mais de faire juste un bureau d'orientation qui éventuellement orientera vers de la conciliation. Et après, c'est sur la mise en état, où là, je pense que c'est plutôt justement, je dirais, cette nouvelle réforme qui n'est pas encore bien appréhendée par les partis, mais qui devrait permettre de réduire les délais. Et justement, parlons de cette nouvelle réforme des prud'hommes qui a été voté au début du quinquennat d'Emmanuel Macron avec ce barème d'indemnité en cas de licenciement sans motif. Est-ce que ce barème des prud'hommes ne va pas encourager les licenciements abusifs ? La Cour de cassation va se prononcer demain. Alors d'abord, pour tout vous dire, nous sommes déplacés un peu partout en France dans beaucoup de conseils de prud'hommes. Ça n'a jamais été un sujet. À la limite, de temps en temps, au détour d'une question, c'était abordé, mais ça n'était pas un sujet primordial. Pour les licenciements abusifs, moi je ne crois pas. Je ne pense pas. D'abord, je viens du monde de l'entreprise et on ne licencie pas les salariés pour une raison anodine. Donc en fait, je ne crois pas que ce sera des licenciements abusifs. En revanche, bien entendu, il y en aura certainement, mais comme il y en aurait dans d'autres procédures. D'accord. Votre rapport pointe également un problème de formation des conseillers de prud'homme. Ils sont incompétents actuellement ? Ah non, on ne va pas dire ça. Non. Surtout qu'il y en a qui ont quand même de l'expérience. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que dans la nouvelle réforme, les nouveaux conseillers ont une formation par l'école de la magistrature. Et cette formation, elle est vraiment très bien accueillie et les anciens conseillers la réclament. Et du fait qu'ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas non plus accès aux données, aux serveurs informatiques, ils n'ont pas les codes. Et ça, c'est vraiment notre rapport insiste sur la formation de base, mais aussi formation continue. Et puis aussi, on va dire, d'être davantage avec les juges professionnels pour partager en fait les expériences. D'accord. Et enfin, vous proposez, pour donner un peu plus de hauteur à ces conseillers
prud'homaux, vous proposez d'instaurer le port de la robe, comme c'est le cas pour d'autres magistrats. Les symboles, c'est important pour la justice, pour la République? Moi, je pense que c'est très important et je vais vous dire, nous sommes déplacés en Belgique où les juges et les conseillers ont la robe et ce qui m'a paru assez essentiel, c'est qu'en fait, on ne voit pas qui est qui. Et du coup, même dans la fluidité des rapports entre le juge professionnel et le conseiller, on va dire, eh bien, il n'y a plus de différence. Et tout le monde se parle. Et je pense que ça, tout le monde pratique correctement. Et je crois que c'est essentiel. Très bien. Merci beaucoup, Pascale Gruny, d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre pour cette nouvelle réaction. Et c'est une nouvelle étude accablante sur les effets de la pollution d'origine automobile. Dans un avis rendu public ce matin, l'ANSES sonne l'alerte et recommande la réduction du trafic routier. 4 ans, jour pour jour, après la publication du rapport sénatorial sur la pollution de l'air. Sandra Cerquera. Au-delà des particules fines, il faut se méfier des particules ultra fines. Le carbone organique et le carbone suie. Elles mesurent à peine 1/1000 de millimètre et sont tout aussi toxiques, voire plus, que les particules plus grosses. C'est ce que souligne l'Agence nationale de sécurité dans son dernier rapport. Ces particules sortent des gaz d'échappement, essence et surtout diesel, mais proviennent aussi de l'industrie et du chauffage au bois. Lorsqu'on est très exposé à ces polluants, les cancers du poumon et les maladies cardiovasculaires sont plus fréquents. Il y a aussi des conséquences sur le cerveau des enfants. Nous sommes confrontés de fait aujourd'hui à une réalité que soit certains n'ont pas voulu voir, soit certains ont mal évalué. C'est quelque chose qui se fera à long terme. Or, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, on ait les moyens d'attendre encore très longtemps. Donc je pense que c'est au pouvoir public de prendre à bras-le-corps le phénomène. La pollution atmosphérique est responsable de 48 000 morts prématurées chaque année en France, 20 fois plus que le nombre de tués sur la route. L'Agence de sécurité sanitaire demande à l'État de prendre en compte ces particules fines dans les mesures de la pollution. Pour elle, il faut impérativement réduire le trafic routier et développer les transports propres, comme l'électrique. Cela permettrait de réduire d'au moins 30% les émissions. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Anne Kaufmann, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice des études à Air Paris. C'est l'organisme qui justement surveille la qualité de l'air en région Île-de-France. Également avec nous, Martial Bourquin. Bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste du Doubs. Guillaume Boulanger est également sur ce plateau. Bienvenue à vous. Vous êtes en charge des risques liés à l'air, à l'ANSES. C'est donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui a donc rendu public son avis ce matin qui alerte sur les dangers de ces nouveaux polluants méconnus. Vous allez nous les détailler dans un instant. Et puis Jean-François Husson, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle. C'est vous qui étiez à l'origine de cette commission d'enquête, on s'en souvient, je le disais en 2015, sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, le coût de l'inaction. Vous disiez il y a 4 ans, parce que finalement ça n'a pas beaucoup changé, Jean-François Husson. Malheureusement, ça n'a pas bougé. On a 3 ministres successifs, Ségolène Royal, Nicolas Hulot et François de Rugy, qui ont été en charge du dossier. Et je le dis parce que chacun de ces ministres, à la fois je les ai rendus destinataires du rapport, j'ai sollicité des entrevues que je n'ai jamais eues, et à chaque fois je les ai interpellés en question au gouvernement. Malheureusement, sur ces dossiers concernant l'écologie, la prise en compte de la pollution, le problème de l'air, c'est qu'il ne se voit pas. Et donc, c'est quand vous avez, par exemple, des inondations, des cataclysmes, ça se voit. L'air, c'est plus insidieux, à croire qu'on a besoin d'avoir une vraie catastrophe pour agir. Donc, il y a effectivement urgence à agir. On avait estimé entre 70 et 100 milliards par an en France. Donc, il s'est passé 4 ans. L'addition, elle est aujourd'hui de 400 milliards. Il faudrait quand même prendre vraiment à bras-le-corps ce sujet. Guillaume Boulanger, car on disait la pollution de l'air, finalement, elle ne baisse pas. Il y a ces nouvelles particules ultra fines, beaucoup plus petites, qui pénètrent dans l'organisme et qui sont extrêmement dangereuses. C'est une nouveauté que vous révélez ? Alors effectivement, les particules ultra fines, juste pour les définir, ce sont des particules de taille nanométrique, donc d'une taille inférieure à 0,1 micromètre. Pour donner un ordre de comparaison, c'est 5000 fois à 10 000 fois plus petit qu'un grain de sable ou qu'un grain de sel. Donc effectivement, ces particules sont invisibles, on ne les voit pas. Et les recherches sont devenues de plus en plus conséquentes sur ce sujet-là, et aujourd'hui, on a encore plus de données qui
clairement souligne un effet de ces particules ultra fines sur la santé respiratoire. Donc ça va de l'asthme au cancer du poumon, ou la santé cardiovasculaire, ça va des anomalies du rythme cardiaque à des AVC. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, on s'intéressait à des particules qui donc atteignaient le poumon, et ces particules ultra fines, elles sont tellement petites qu'elles atteignent le poumon, mais elles passent aussi la barrière pulmonaire, et elles se diffusent dans tout l'organisme. Et donc, elles atteignent notamment le cerveau, mais aussi d'autres organes. Et quelques études montrent aujourd'hui que ces particules ultra fines sont associées à des effets sur la santé neurologique, notamment des difficultés d'apprentissage pour les enfants, ou la santé périnatale, c'est-à-dire des effets sur la grossesse, puisque plus il y a une concentration importante de particules ultra fines, plus il y a des risques de bébés prématurés ou de faible poids de naissance. Cette pollution est d'origine automobile. Martial Bourquin, on voit aujourd'hui qu'il est difficile de traiter justement ce phénomène dès qu'on veut prendre des mesures qui touchent justement la réduction du trafic routier. La réduction du trafic routier et d'autres pollutions. J'ai vu, il y avait l'agriculture qui est regardée de près. Bon, il y a le transport maritime, aérien, tout cela évidemment contribue à la pollution. Le gros problème que nous avons, c'est lorsque on veut s'attaquer à ce problème, on s'attaque à l'économie, à l'emploi et à beaucoup de choses. Et est-ce qu'on aura le courage déjà de mettre de la recherche-développement? Par exemple, on sait que l'hydrogène pourrait régler beaucoup de choses. L'hydrogène propre, je dis bien. Vous parlez de l'électrique, on sait très bien que le passage de l'industrie automobile au tout électrique n'est pas possible. Vous imaginez, sur une autoroute au départ de vacances, combien on serait pour recharger tout cela. Il faut prendre quelques mesures concernant les endroits les plus touchés. On n'a pas le choix aujourd'hui, visiblement. Il faut vraiment réduire... Vous avez vu cette personne qui habite juste à côté du périphérique qui a porté plainte. La France est condamnée par l'Europe pour manque d'action concernant... On est un des plus mauvais élèves de l'Europe sur ces questions. Et donc, on n'a pas le choix. Alors, c'est quoi? Certaines villes européennes, on a supprimé complètement la circulation au centre-ville. Pourquoi pas? Abordons ce problème-là. Alors, vous savez que vous regardez simplement aujourd'hui sur les bords de Seine, la volée la levée de bouclier qu'il y a sur les bords de Seine quand Mme Hidalgo propose de baisser la circulation automobile, parce que c'est ça qu'elle veut. On sait qu'on va avoir sur ces questions des affrontements et un débat national. Il faut l'avoir quand même. Et même si c'est difficile, il faudra prendre des mesures, parce qu'un jour ou l'autre, nos concitoyens auront le droit de dire « vous n'avez rien fait ». 48 000 décès, combien ça sera demain? Parce qu'elle augmente, la pollution. Je ne pense pas qu'elle augmente encore, parce que le trafic routier augmente. Baisser, mais bon. Pas partout, parce que dans certains endroits, ça monte. C'est le débat, ça, sur la pollution de l'air, justement, Anne Kaufmann. Est-ce qu'elle baisse? Est-ce qu'elle ne baisse pas? Aujourd'hui, on voit que l'ANSES, justement, recommande de mieux surveiller ces petites particules dont on vient de parler, qui sont très nocives pour la santé. Pour l'instant, il n'y a pas de seuil d'alerte en ce qui concerne ces nouvelles particules. Il n'y a pas vraiment de mesures. Comment vous travaillez, vous, Air Tarif? Alors, sur les polluants réglementés, effectivement, la pollution a plutôt tendance à baisser. Et je dirais heureusement, parce qu'il y a quand même des actions qui ont été faites pour les diminuer. Sur les particules ultra fines, on les mesure indirectement dans nos polluants réglementés, puisque les particules PM10 ou PM2,5 englobent toutes celles qui sont plus fines. Néanmoins, comme elles sont très très petites, elles ont peu de poids dans ces mesures-là. Donc, il faut utiliser des appareils très spécifiques. Vous avez les moyens aujourd'hui de mesurer Donc, nous avons fait un travail plutôt de recherche par campagne. Nous allons installer en Île-de-France, très très prochainement, début septembre, nous aurons des premières données, un appareil de mesure en continu. On a des collègues en région qui peuvent faire la même chose. Ce sont des appareils de très haute technologie. On en aura un. Ça nécessite effectivement pas mal de moyens. Mais les données qu'on a déjà pu recueillir aident aussi aux études sanitaires qui ont déjà pu être faites pour montrer cette difficulté-là. La pollution baisse aujourd'hui, Jean-François Husson? Globalement, ça vient d'être dit, la pollution telle qu'on la mesure sur les bases de normes identifiées depuis plusieurs années, globalement, dans tous les territoires, elle baisse. Je pense que ce qu'il faut redire, il y a évidemment, on le voit là sur les particules ultra fines, sont principalement liées au trafic routier
à certaines activités industrielles également. Mais de manière générale, la pollution, elle est multifactorielle. Il y a 4 grandes familles d'émetteurs et il faut donc mettre ces 4 grandes familles en mouvement, chacune. Il ne faut pas que cibler Je vais vous les dire, voitures. non, parce qu'une oui. des difficultés, c'est qu'on a tendance, dans ce cas-là, à se sentir seul responsable et à stigmatiser. Il ne faut pas stigmatiser, il faut amener tout le monde à réfléchir. Je suis allé il y a peu de temps dans les pays d'Europe du Nord, en Suède par exemple. En Suède, c'est un travail de 30 ans. À Copenhague, au Danemark, c'est 25 à 30 ans. Ça veut dire qu'il y a une difficulté, il faut lever des difficultés, qu'on soit d'ailleurs, quelle que soit la sensibilité politique ou l'origine territoriale, campagne, ville, il faut partager les enjeux. L'empoisonnement du sang chez certains agriculteurs avec certaines pratiques d'une époque qui était celle d'une forme de productivisme à outrance, a montré ses limites. Mais quand si on arrive objectivement, comme ça se fait d'ailleurs dans les réseaux des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, qui travaillent pour le compte de l'État, eh bien, on arrive à la convergence des points de vue parce qu'on a en plus des éléments d'expertise. Je crois qu'il faut à la fois avoir des données objectives d'expertise et ensuite, il faut la partager avec le plus grand nombre d'acteurs. Parce que ça permet aussi, quelque part, un petit peu de soulager les consciences et de commencer à mettre en œuvre des plans d'action. Finalement, Guillaume Boulanger, vous dites que les voitures émettent ces polluants qui sont plus petits et qui passent sous les radars. Ça ne sert à rien, alors, la circulation différenciée en fonction des vignettes critères, selon vous? Alors, on a, dans le cadre de cette étude, étudié différents scénarios, c'est-à-dire que pour voir vraiment l'impact du trafic routier sur la qualité de l'air, on a essayé de simuler finalement les émissions du trafic, et notamment du parc roulant, à horizon 2025. Pour cela, on a fait plusieurs scénarios. Le premier, on a imaginé que tous les véhicules étaient essence, ou que tous les véhicules étaient diesel équipés d'un filtre à particules, ou on a eu un scénario plus ambitieux où on introduisait beaucoup de véhicules électriques. Ce qu'on voit, et c'est une bonne nouvelle, c'est que les émissions baissent. Donc, continuons à améliorer les technologies du trafic routier et du parc roulant, mais ce qui est démontré dans cette expertise... Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. C'est dans le meilleur des scénarios, mais ce qui est vraiment démontré dans cette expertise, c'est que ce n'est pas suffisant pour améliorer durablement la qualité de l'air. Donc, il faut aller plus loin, et l'ANSES encourage clairement des technologies alternatives, mais aussi et surtout de réduire le trafic. C'est toujours les mêmes recommandations, mais là, elles sont étayées. Car la pollution, elle n'est pas fondées. que dans les pots d'échappement, c'est aussi dans le frottement des pneus, justement, aussi quand on freine, eh bien, les plaquettes, ça peut aussi avoir un impact. Oui, on me pose souvent la question du véhicule électrique. Donc, effectivement, il n'y a plus de particules émises à l'échappement, puisque c'est un moteur électrique, mais ça pose d'autres questions, notamment le fait qu'une voiture électrique, quand elle roule, les pneus s'usent et donc émettent aussi des particules, ou quand on freine, on émet aussi des particules. Et puis ça pose d'autres questions que nous avons soulignées sur le cycle de vie plus global du véhicule, les ressources notamment de lithium pour les batteries. Donc nous recommandons dans un premier temps de réduire le trafic et de compenser cette réduction par des modes plus actifs, marche à pied, vélo si c'est possible. Après, on entend bien que c'est pas toujours possible, donc les transports en commun, ou en tout cas de promouvoir l'intermodalité, c'est-à-dire qu'on va essayer de mixer un peu. On essaie de prendre sa voiture jusqu'à la gare si on n'a pas d'autre choix, mais aussi de prendre les transports en commun. Et je voudrais souligner l'importance du fait que notre étude porte sur le trafic routier, mais toutes les sources sont concernées, et il faut jouer notamment sur l'agriculture, le transport maritime ou le transport aéroportuaire, où on a très peu de données, alors qu'on sait que c'est un contributeur important de particules. À ce sujet, vous avez remarqué ces grands bateaux de croisière là, qui viennent dans les ports. Et c'est pour ça, alors si on me dit globalement ça baisse, d'accord, il y a des endroits qui sont bien plus exposés qu'auparavant. Parce qu'auparavant, ces grands bateaux ne venaient pas dans les ports, ou très peu, et il y en avait beaucoup moins. Et là, on voit aujourd'hui... Ça fait l'objet d'un amendement de votre collègue socialiste Samia Ghali, justement, dans le cadre du projet de loi énergie. Et il faut absolument que ces grands bateaux ne viennent plus dans les ports, qu'il y ait une possibilité... Vous avez vu que dans des endroits comme Venise et ailleurs, il y a eu des mouvements de population. Il faut qu'en France, on aborde cette question-là. À Nice, à Toulon, où il y a beaucoup de ferries et tout cela, il y a une pollution très forte. Quand même... on va inévitablement aborder des questions qui fâchent. La voiture, la place de la voiture. La place de la voiture, y compris dans les petits déplacements, comme vous le disiez tout à l'heure. On parle beaucoup de ces lobbies, puisque là, on voit bien à travers l'ANSES les transports en commun en site propre. Même les voitures électriques, ça pollue. Absolument. Et si on ne change pas de mentalité, on est latin, il faut le dire, on est latin.
Et ce qui se fait, moi, je suis allé pas mal de fois au Danemark et ailleurs, prendre le vélo, vous arrivez même en Allemagne à 50 km d'où on habite, devant l'université, il y a 1000 ou 1200 vélos. Chez nous, il n'y en a pas. Et c'est vraiment un changement de mentalité et de culture. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir de très graves problèmes. Et de ce point de vue, la loi doit y contribuer, mais il y a aussi un changement de culture profond qui doit être engagé dans les territoires. Alors ça commence, hein. Les transports en commun en site propre se mettent en place, des trams se mettent en place dans les villes, mais il faut aller encore beaucoup plus loin que ça. Et je dois le dire aussi, il faut le dire, nos constructeurs doivent faire des efforts plus importants concernant la pollution des véhicules. Ça n'a pas été le souci. Ça fait partie des préconisations, équiper toutes les voitures diesel de filtres à particules. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Anne Kaufmann, quel regard portez-vous justement sur cette étude de l'ANSES? Est-ce que vous aussi, vous avez réfléchi, regardé différents scénarios pour l'avenir en matière justement de baisse de la pollution? Alors, notre rôle, c'est effectivement d'appuyer tous ces travaux-là. On a d'ailleurs participé avec d'autres associations agréées de surveillance au diagnostic et à l'évaluation de ces scénarios. Et on appuie aussi très régulièrement les décideurs en leur proposant des évaluations de différents types d'actions pour qu'ils puissent prendre leur choix de manière le plus éclairée possible sur quelles sont les mesures les plus efficaces en matière d'amélioration de la qualité de l'air. Parce qu'on évoquait la circulation différenciée, vous avez déjà pu tester justement l'impact quand elle est mise en place sur la qualité de l'air? Alors, on a pu l'évaluer a priori. Si on limite le nombre de véhicules, on voit vraiment très nettement un gain pour la qualité de l'air. Après, l'évaluer le jour où c'est mis en place, ça nécessite de suivre les véhicules qui roulent effectivement. Mais tout à fait, il y a une vraie efficacité de ce type de mesure qui ne résoudra probablement pas tout, c'est ce qu'on disait avant. Il faut aussi travailler sur l'ampleur du trafic et puis continuer à surveiller notamment les particules ultra fines pour s'assurer d'une évolution positive, on va dire, sur la quantité de particules ultra fines sur lesquelles on a encore relativement peu de données, en tout cas dans notre région. François Husson, on a commencé ce débat sur l'inaction du gouvernement. On dispose aujourd'hui de nombreuses études parlementaires, scientifiques, encore aujourd'hui celle de l'ANSES. Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne change pas? On parlait de ce lobby automobile. Est-ce qu'il est si puissant, justement, pour ne pas prendre des mesures en faveur de la santé publique? Non, mais je pense qu'il y a une résistance humaine, d'abord, au changement de comportement, parce que c'est plus facile de rester dans le poids des habitudes. Mais je pense que c'est comme dans d'autres domaines, il faut savoir tirer la sonnette d'alarme et provoquer des ruptures. Évidemment que certains ont des intérêts qui soient économiques, industriels, mais ça ne doit pas aujourd'hui, ça ne doit plus résister aux enjeux sanitaires, de santé publique. On est des êtres humains, on a, je le pense, une réelle responsabilité, une capacité d'analyse. Eh bien, elle doit prendre le dessus. Elle doit prendre le dessus partout. Moi, je plaide et je pense qu'aujourd'hui, les centres-villes doivent être désengorgés. Il faut penser à des plateaux piétonniers plus grands, tout en veillant à ce que ça ne devienne pas des repères de gens uniquement aisés, parce que dans ce cas-là, vous avez un risque de ne plus avoir la mixité sociale. C'est un vrai travail, non pas uniquement des enjeux de pollution, mais c'est un vrai travail de sociologie humaine, urbaine. Ça sera un enjeu pour les prochaines élections municipales. Je crois que ça l'est déjà, mais qu'il faut qu'on aille les uns les autres au-delà des mots. Il est vraiment temps d'agir et d'agir en faisant partager les enjeux. On voit bien aujourd'hui les populations dans le monde entier, les jeunes bougent, mais il n'y a pas que les jeunes. Moi, je vois aussi un certain nombre de nos concitoyens de toutes catégories sociales et de tous âges qui souhaitent faire avancer les choses. Mais il faut être en mouvement, il faut éviter les chicayas politiques d'un autre temps. Marcel Bourquin. Oui, parce qu'il y a cette pollution de l'air, mais il y a aussi le réchauffement climatique. Il y a ces températures qui sont terribles. Et tout ça prend une ampleur qu'on n'a jamais connue. Alors, écoutez, le Doubs, chez moi, a disparu l'année dernière sur 15 km. C'est impensable, des choses pareilles. On n'a jamais connu ça. Et le vrai problème, vous voyez, par exemple, l'idée de la mobilité. On nous la vante à toutes les sauces et on nous dit il faut bouger. Vous voyez, par exemple, chez moi, PSA ferme une entreprise à Héry-Moncourt.
Et ils disent, il faut aller travailler à 80 km de là tous les jours. Ils ne donnent pas l'exemple, le PSA, Matin et c'est ce soir. que vous nous dites. C'est pas ça. C'est que, mais ça, c'est aujourd'hui les maîtres mots de la compétitivité. Il faudra un jour qu'on se mette autour de la table, qu'on regarde le niveau de pollution des véhicules, savoir en recherche-développement qu'est-ce qu'on peut faire en moins. Il y a des carburants alternatifs, on le sait, qui polluent beaucoup moins. Il y a l'électrique en partie, il faut faire attention, parce que fabriquer une batterie, ça pollue beaucoup aussi. Hein. Alors on va nous dire c'est en Afrique souvent, ou c'est dans les pays de l'Est, c'est pas chez nous. Mais il y a tout cela. Et enfin, il faut avoir le courage, mais ça, mon collègue avait raison de le dire, les centres-villes, il y a des endroits où il faut qu'il y ait moins de circulation automobile. Je regardais, dans la ville où je suis, il y avait 12 000 véhicules jour il y a une quinzaine d'années. On est à 30 000 véhicules jour. En pleine ville. En pleine ville. Guillaume Boulanger, cette étude, on imagine, elle a pour objectif de sensibiliser à la fois la population, mais aussi d'alerter le gouvernement. On voit aujourd'hui qu'il y a cette valse des ministres de l'écologie. Vous êtes inquiet justement pour le sort réservé à cet avis rendu par l'ANSES On a rendu plusieurs avis sur la pollution de l'air. L'objectif, c'est vraiment d'appuyer les pouvoirs publics dans leur politique et de l'orienter au mieux. Donc, je suis ni pessimiste ni optimiste. J'essaie d'être factuel et scientifique. L'objectif, c'est vraiment d'étayer les changements et de recommander des actions pour bouger. Et là, clairement... Est-ce que ça reste souvent lettre morte, justement, tous ces rapports, on le disait? Alors, les rapports ne restent pas lettre morte. On voit bien que, de toute façon, par exemple, pour les véhicules automobiles, aujourd'hui, il y a des normes au niveau européen, qu'on appelle les normes Euro, qui sont de plus en plus contraignantes pour les véhicules. Donc, à terme, les émissions diminuent et, ça a été souligné, la qualité de l'air s'améliore. Mais effectivement, il ne faut pas s'arrêter là, il faut poursuivre ces efforts. Donc, c'est une brique, une pierre à l'édifice pour essayer de continuer et d'encourager les pouvoirs publics. Ce rapport-là, il est destiné, nous faisons des recommandations aux pouvoirs publics, mais aussi il est entre les mains des industriels, des différentes parties prenantes, des associations qui peuvent s'en servir pour faire aussi également peser sur les décisions publiques. Le train Perpignan-Rungis vient de s'arrêter aujourd'hui, il est monté à vide. 25 000 camions vont le remplacer. Anne Kaufmann, est-ce que vous êtes touchée quelque part finalement par ces changements aussi de ministre à la tête du ministère de l'Environnement? On est, comme l'ANSES, on est là pour apporter des éléments factuels sur la surveillance et sur l'appui aux politiques publiques et aux décideurs. Donc nous, on fait notre travail de la même façon, quel que soit le décideur qui est à la tête. Hein. Ouais. Vous n'avez pas peur, justement, Jean-François Husson, que la démission de François de Rugy encore n'affaiblisse la politique en matière environnementale du gouvernement? Écoutez, Il y a eu la démission déjà de Nicolas Hulot l'année dernière, en septembre. Je vais vous dire, l'observation, le ministère de l'écologie est celui qui est, entre guillemets, le plus fragile, puisqu'en 7 ans, on a eu 7 ministres. Quand on veut faire de l'écologie une vraie grande cause partagée, on essaie d'inscrire ça dans le temps, et surtout, on donne... Il faudrait peut-être mieux être numéro 5 du gouvernement, mais avoir plus de moyens d'agir, et d'agir collégialement, et non pas d'agir... Trop souvent, en tous les cas, l'écologie aujourd'hui est une variable d'ajustement, à la fois dans ses politiques et dans le choix des femmes ou des hommes qui ont porté cette politique. Moi, j'en appelle vraiment un sursaut de rassemblement sur ces enjeux. On doit changer de braquet, on doit être beaucoup plus collectif, parce que c'est une des priorités nationales et internationales sur lesquelles on doit aujourd'hui s'engager. Alors qui pour remplacer François de Rugy et pour Écoutez, vous porter demanderez, justement cette cause? moi, je pense que pour ça, c'est Édouard européen. Philippe le mieux placé. Oui. Ça doit être de l'ordre de Matignon. Ah bah Ouais, oui, ça doit relever. évidemment en lien, on l'a compris, avec l'Élysée. Et voyez, Marcel par exemple, très simplement, sur Perpignan-Rungis, il doit y avoir une mobilisation nationale. Vous vous rendez compte ce que c'est que 25 000 camions régulièrement qui vont arriver chaque semaine en plus, alors qu'on avait un train qui fonctionnait bien, il fallait le réparer, il fallait... Et là, c'est quoi un ministre qui a des pouvoirs? Parce que j'ai peur que les ministres de l'Environnement, de l'écologie aient peu de pouvoir. C'est qu'à un moment donné, on dit, le train continuera à rouler. Quel que soit le prix, on va discuter, on va se mettre autour de la table. Mais on ne l'a pas fait.
Et aujourd'hui, on parle de pollution. Un dossier pour le nouveau ministre de la Transition écologique. Bien sûr, il n'a pas su. Merci à vous. Merci Guillaume Boulanger, merci Anne Kaufmann, merci Jean-François Husson d'être venu sur ce plateau. Nous vous en parlions hier, le Parlement européen doit voter aujourd'hui pour choisir le nouveau ou la nouvelle présidente de la Commission. Alors tous les regards sont tournés vers la ministre allemande Ursula von der Leyen. Explication Marie Brémaud. Un discours de politique générale pour séduire la gauche. Ursula von der Leyen devait convaincre le groupe des sociodémocrates pour espérer une majorité absolue. La candidate a multiplié les appels du pied. Ce n'est pas la population qui sert l'économie, c'est l'économie qui sert la population. En mer, il y a le devoir de sauver des vies. Système européen de réassurance des allocations chômage, salaire minimum européen, nouveau pacte pour l'immigration et l'asile. Ursula von der Leyen a déroulé ses 60 engagements. Insuffisant pour renverser la vapeur chez les Verts et à la gauche de la gauche. Là où un changement de cap s'impose à la mesure de la triple urgence sociale, environnementale et démocratique, vous proposez ici une inflexion, là des changements incrémentaux et surtout beaucoup de flou. Vous comprendrez que dans ces conditions, les écologistes ne soient pas prêts aujourd'hui à vous confier le gouvernail de l'Union. Le mode de désignation de la candidate a également donné lieu à de nombreuses critiques dans l'hémicycle. La très respectée députée conservatrice Esther de Lange a tenté de raisonner ses collègues pour un vote en faveur d'Ursula von der Leyen. Est-ce que notre vote va être mené par la frustration et la colère? Ou alors allons-nous reprendre l'esprit de Simone Veil pour construire avec cette candidate une Europe citoyenne? Reste donc à savoir si les sociodémocrates auront été convaincus par le discours de la candidate allemande. Leur groupe se réunit cet après-midi à Strasbourg. Voilà pour ce compte-rendu de séance signé Fabien Recker. Marie Brémaud nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Marie. Alors vous avez bien sûr regardé attentivement ces 5 heures de débat parlementaire, 5 heures d'échange dans l'hémicycle. Qu'en avez-vous retenu? Écoutez, tout d'abord, la grosse demi-heure de discours d'Ursula von der Leyen en français, en anglais et en allemand. On vient de le voir dans le sujet. Elle a envoyé des signaux forts, du social et un Green Deal pour l'Union européenne dès les 100 premiers jours de son mandat. Elle s'est en effet engagée une nouvelle fois devant le Parlement à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050. Alors ça, c'est pour les engagements, mais pour séduire, elle a aussi beaucoup tenté d'humaniser sa candidature. Elle n'hésite pas à exposer sa vie privée. Elle a parlé de ses 7 enfants, par exemple, pour défendre une garantie européenne contre la pauvreté infantile. Elle a révélé avoir accueilli un jeune réfugié syrien de 19 ans dans sa famille pour plaider en faveur du droit d'asile commun. Enfin, elle a raconté son enfance passée à Bruxelles pour déclarer sa flamme à l'Europe, déclarant même avoir eu le sentiment d'être européenne avant d'être allemande. Ouais, mais est-ce que ça va suffire, Marie, à séduire la majorité absolue des eurodéputés? Alors là, Delphine, c'est le moment de sortir la calculette. 374, c'est le nombre magique, le nombre de voix à atteindre, celui de la majorité absolue. Si les soutiens du PPE, la formation de droite à laquelle elle appartient, et des libéraux centristes de Renew Europe lui sont acquis, cela ne suffit pas. Elle peut espérer quelques voix des Verts allemands, mais c'est surtout chez les sociaux-démocrates qu'elle doit faire le plein. Le groupe politique est en train de se réunir en ce moment même. Ils sont en train de compter les voix pays par pays. Et d'après mes informations, ça devrait passer, ça devrait jouer en faveur d'Ursula von der Leyen. Ça risque d'être juste, mais de passer. Donc, autre élément à prendre en compte, le scrutin va se dérouler à bulletin secret, ce qui autorise les députés à rompre avec les consignes de vote de leur famille politique. Vote dans quelques minutes, là, à 18h. Le résultat est attendu en tout début de soirée. Merci beaucoup Marie pour cette analyse. On continue sur ce thème avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte. Et oui, Jean-Yves Lecomte, on va voir dans quelques minutes si Ursula von der Leyen devient la nouvelle présidente de la Commission européenne. Ce matin, elle a fait un discours très écologique. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, c'est assez étonnant. Elle tient un discours très à gauche et son objectif, c'est de récupérer des voix de droite. Parce qu'elle sait déjà qu'au sein les groupes de gauche du Parlement européen, elle ne va pas faire le plein. Par contre, elle est plutôt en train
semble-t-il, de négocier avec les pays à majorité eurosceptique, le fait de donner des commissaires avec des pouvoirs relativement importants, de manière à avoir des voix de ceux qui n'ont pas participé à l'accord du Conseil européen, mais à quand même pouvoir être désigné. Donc finalement, en fait, c'est pas très démocratique tout ça. Hein. On voit un Conseil européen qui ne veut pas tenir compte des candidats des différents partis politiques, que ce soit le PPE ou le parti, les socialistes et démocrates. Et à la sortie, voilà, on arrive dans une situation où elle doit tenir un discours de gauche pour récupérer des voix de droite, sachant de toute façon, et on l'a vu déjà la semaine dernière, que la majorité Parti populaire européen, les libéraux et les sociodémocrates qui normalement avaient construit ensemble la majorité, enfin voilà, au niveau du Conseil une majorité, il y avait déjà une belle chute la semaine dernière avec l'élection du président du Parlement européen, et là avec l'annonce finalement des Allemands et des Français des socialistes et démocrates qui ne voteraient pas pour Madame van der Leyen, ça risque de compliquer la donne si elle ne récupère pas des voix de droite. Est-ce que vous pensez que le groupe des sociodémocrates au Parlement européen, qui va finalement un peu trancher cette élection, doit être pragmatique et lui faire confiance? Attendez, lui faire confiance. Si les sociodémocrates allemands qui sont avec elle en gouvernement décident de ne pas voter pour elle, je crois que c'est quand même un signe. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, elle tient un discours très à gauche, mais avec des budgets qui ne sont pas très crédibles, et d'un autre, elle négocie en coulisses avec différents pays pour avoir des voix eurosceptiques, pour compenser les sociodémocrates qui lui manqueront. Tout ça n'est pas très démocratique. C'est très dommage qu'on en arrive là. C'est un mauvais coup à la démocratie européenne. Et enfin, une question sur un autre sujet. La démission aujourd'hui du ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Est-ce que c'est une victoire pour la transparence de la vie publique ? Écoutez, sa démission, ça le regarde. Moi, François de Rugy, j'ai tourné la page en 2017 quand il a trahi sa parole. Il s'est présenté à la primaire socialiste et quand il l'a perdu, il a donné son soutien à Emmanuel Macron. Depuis, cette personne ne m'intéresse plus beaucoup. Très bien, donc vous aviez déjà perdu la confiance en l'homme. Voilà, donc depuis, voilà, ça le regarde. Moi, ça fait 2 ans que j'ai mon avis. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves Lecomte, d'avoir répondu à mes questions. Merci pour cette nouvelle réaction, Alexandre. Et puis, avant de se quitter, on va justement retourner dans l'hémicycle du Sénat où nous attend Quentin Calmet. Il suit pour nous la séance depuis la tribune de presse de l'hémicycle. On le disait, Quentin Calmet, finalement, ce n'est pas François de Rugy qui a démissionné, qui est donc présent. C'est Emmanuel Vargon qui est venu à la rescousse pour défendre le projet de loi climat et énergie. Une loi qui a donné lieu à de nombreux rappels au règlement. Oui, baptême du feu à l'instant pour Emmanuel Vargon, la secrétaire d'État à la transition écologique, qui remplace au pied levé son ministre de tutelle pour le début de l'examen de ce projet de loi climat et énergie. Et vous le disiez à l'instant, à peine l'examen commencé de ce projet de loi, un rappel au règlement, un incident de séance avec la présidente de la commission des affaires éco qui a poussé un véritable coup de gueule en séance. Écoutez, cet extrait a été préparé par Lise Bardot. Nous avons eu, et je rends hommage également aux rapporteurs, aux 2 rapporteurs, qui ont eu 24 heures pour examiner plus de 400 amendements. Et enfin, pardon Madame la secrétaire d'État, le pompon et l'apothéose, la démission d'un ministre à 2 heures du début de l'examen de ce texte. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie d'être là. C'est une forme d'héroïsme de votre part que de reprendre un texte aussi important pour notre pays sans l'avoir examiné, sans avoir été complètement impliqué dedans. Mais pour le gouvernement, je dois vous dire que nous sommes vraiment pas contents de la façon dont le Sénat a été traité, vraiment pas trop contents des enjeux qui sont traités ici, avec une grande désinvolture pour la place du Parlement. Je voulais donc vous faire part de mon total mécontentement sur la façon dont nous travaillons en cette fin de session parlementaire. Voilà, Sophie Primas, véritablement excédée par le comportement du gouvernement ces derniers jours avec cette démission qui s'ajoute. Un sénateur PS a rajouté qu'il n'avait jamais connu une pareille situation. Lorsque la secrétaire d'État à la transition écologique est montée à la tribune, et vous la voyez derrière moi, elle est en train de s'exprimer en ce moment même, elle n'a pas fait de commentaires. Elle est restée très simple dans son discours, assurant le Sénat de la continuité de l'État et de l'action de son ministère sur ce texte
important, je cite, mais elle a juste parlé du contexte, mais du contexte de la planète avec ces indicateurs qui passent au rouge et la planète qui se réchauffe, n'évoquant pas du tout le contexte politique de la démission, une fois encore, de son ministre de tutelle. Mais donc voilà, un baptême du feu sur les chapeaux de roue pour Emmanuel Wargon, avec ce début à l'instant de l'examen du projet de loi climat et énergie, un projet de loi qui va être examiné, Delphine, pendant les 3 prochains jours. Et on le sait, les sénateurs qui entendent bien imposer leur marque sur ce texte avec des objectifs très précis pour le mix énergétique, notamment pour la filière nucléaire aussi, à suivre donc demain dans Sénat 360. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin avec Rebecca Fitoussi qui reviendra par l'analyse et le décryptage sur cette démission de François de Rugy. Très bonne suite des programmes et à demain sur Public Sénat.